Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée de cette 11e édition du Forum. Une journée pleine de sujets passionnants et d'invités très prestigieux. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par le biais des réseaux sociaux et aussi par notre site internet où vous pouvez même passer en visio si vous le souhaitez. Notre site forumeuropéen-de-bioéthique.eu. Aujourd'hui, nous commençons par un sujet sur le monde d'après. Pour modérer cette table, Aurélien Benwalid. Aurélien, je te passe la parole. Merci Maude, bonjour à tous. Est-ce que tout ça, c'est pour de vrai? Peut-être qu'on aurait pu commencer cette table ronde comme ça. Est-ce que tout ça, c'est vraiment pour de vrai? Est-ce que ça fait vraiment un an qu'on vit comme entre parenthèses, qu'on ne va plus au restaurant, qu'on ne voit plus ses amis, que parfois on ne voit plus ses parents, qu'on ne se fait plus la bise, qu'on ne se serre plus la main, qu'on ne voit plus le sourire de la personne qui est en face de nous, qu'on travaille en télétravail, si on a la chance de pouvoir travailler, et si on a la chance de pouvoir gagner un peu d'argent? Est-ce que tout ça, c'est vraiment passé ou est-ce qu'on l'a rêvé? Peut-être c'est quelque chose qu'on se demande de temps en temps. Et puis, il y a ceux qui sont morts sans qu'on ait pu les accompagner. Est-ce qu'ils sont vraiment morts? On ne les a pas vus. Et puis, le temps passe vite, ou plutôt, on a l'impression que le temps ne passe pas. Est-ce qu'on serait pris dans une espèce de boucle temporelle, rythmée par les confinements, les reconfinements, les libertés qu'on nous octroie, puis celles qu'on nous enlève progressivement? Bon, j'espère vraiment que ça va revenir comme avant. Ou alors, peut-être, j'espère que ça ne va pas vraiment revenir comme avant, mais qu'au contraire, ça va être une impulsion pour aller vers quelque chose de mieux. Ah, mais si c'était pas mieux et que c'était pire, finalement? C'est très difficile, toutes ces questions. Et puis, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a déjà eu des guerres. Les guerres, ça, c'est vraiment plus grave, non? Enfin, c'est en tout cas ce qu'on imagine. Mais là, on est seulement à la maison, on est confiné. C'est peut-être pas aussi grave. Mais en fait, on partage tous cette impression de déréalisation, cette impression de se tenir dans une sorte d'antichambre de la réalité et peut-être même d'incarner le personnage d'un film ou d'un livre de science-fiction. On a l'impression d'être en attente, d'être comme en suspense d'un scénario dont on ignore la fin. Alors on essaye, autant que faire se peut, de l'imaginer, en allant vers ce qui pourrait être le plus proche de la réalité, mais parfois également en ayant une idée utopique ou dystopique de ce que pourrait devenir la suite. Donc c'est pour ça que la question du monde d'avant et du monde d'après, qui est assez présente dans le discours de tout un chacun, assez présente dans le discours médiatique aussi, me semble nécessaire d'être débattu, d'être discuté. Alors bien évidemment, on va essayer d'aborder plein de champs très divers. Probablement que ces champs vont déborder un peu de la compétence des experts qu'on a réunis autour de la table ronde aujourd'hui. Mais on les a invités aussi parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir avoir un avis éclairé sur tout un nombre de situations. Donc je remercie très chaleureusement les invités que nous avons aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir en présentiel David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous aide depuis de nombreuses années, que ce soit dans le conseil scientifique ou alors lors de ses présentations en tant qu'intervenant du Forum Europétique. Merci beaucoup de votre présence. Également Guy Valencien, que l'on reçoit régulièrement, qu'on a toujours plaisir à écouter, qui est à la fois un peu futurologue dans ses propos, mais qui est toujours très éclairé. Guy Valencien, qui est chirurgien, professeur d'urologie, membre de l'Académie nationale de médecine, fondateur de la Convention Health Analysis and Management et de l'École européenne de chirurgie. Et puis, encore un habitué du Forum européen de bioéthique qu'on est ravi d'accueillir, qu'on aurait bien été évidemment préféré avoir directement en présence, tout comme Guy Valencien, mais dont on va se satisfaire de la présence virtuelle. C'est David Gruson, qui est membre du comité de direction de la chaire de santé de Sciences Po Paris, fondateur de l'initiative Éthique IA, mais qui est également un auteur dont il nous parlera probablement de son activité. Je vais commencer peut-être par laisser la parole à David Le Breton, qui est présent parmi nous, et puis nous écouterons les autres par la suite. Merci David. Merci Aurélien. Alors bien entendu, nos sociétés ne sont pas les seules à avoir traversé de tous ces cataclysmes sanitaires.
L'été 430 avant notre ère, par exemple, Thucydide décrit une violente épidémie qui secoue Athènes, sans doute une épidémie de peste, même si tous les historiens ne sont pas d'accord à ce propos. Mais pendant 2 années, donc, la ville d'Athènes est absolument ravagée par d'innombrables morts. Et sporadiquement, des épidémies éclatent en différents lieux à partir de cette époque-là. C'est surtout au XIVe siècle que la peste noire envahit toute l'Europe et décime une part considérable de la population. Boccace, par exemple, dans le Décaméron, en décrit les ravages à Florence en 1348. Elle frappe d'ailleurs Strasbourg en 1349. Le dernier texte de Machiavel, en 1527, raconte un autre épisode de peste à Florence, également terrible, sous la plume de Machiavel. Daniel Defoe se fait l'historiographe de la peste de Londres en 1665, dans un livre d'ailleurs absolument magnifique dont je recommande la lecture à tout le monde. Jean Giono, dans un très beau livre également qui s'appelle « Le hussard sur le toit », Jean Giono décrit une épidémie de choléra en 1832 qui dévaste les campagnes en Provence, avec également des soldats qui s'efforcent par exemple en vain de fermer les routes. La peste ou le choléra tue de manière épouvantable et tangible, en dispersant les cadavres dans les rues, dans l'impossibilité le plus souvent de les enterrer, et encore moins de procéder aux rites funéraires. En quelques heures, des familles entières sont disloquées. Et de telles situations donc sont décrites notamment par ces auteurs, mais aussi par beaucoup de chroniqueurs de ces années-là. Alors, en revanche, la grippe espagnole a tué plusieurs dizaines de millions de gens, on dit entre 30 et 50 millions, on ne sait pas très bien, entre 1918 et 1919. Donc, elle était infiniment plus meurtrière que la Grande Guerre. Mais en même temps, la grippe espagnole, évidemment, tue un peu comme aujourd'hui des gens qui sont dans leur famille, qui semblaient mener une vie ordinaire auparavant, avant de tomber malade. On est dans une sorte de contexte d'invisibilisation, entre guillemets, de la maladie. Mais tout cela a disparu de la mémoire collective. Toutes ces sociétés, et c'est pour anticiper sur ma réponse à la question, toutes ces sociétés se sont remises de ces cataclysmes qui décimaient les populations. Elles se sont même reconstruites avec une prodigieuse vitalité. Pensons par exemple à Florence, qui va être l'une des grandes capitales de la Renaissance, après avoir surmonté une première épidémie, et puis après une seconde, celle que décrit par exemple Machiavel. Et puis on sait combien Strasbourg également est devenue très vite aussi une ville extrêmement influente. Alors, les confinements, mais également ce temps de menace, évoquent l'image d'un rêve pénible dont on peine à sortir. Tout cela, comme le disait Aurélien, ne peut être vrai. Et Albert Camus le pointait déjà dans La Peste, avec cette épidémie qui isole un long moment dans la fiction la ville d'Oran dans les années 50. Je cite Camus, qui décrit très bien finalement l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il écrit « Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer, mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent. Et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions ?» Fin de la citation de Camus. Nul n'imaginait donc une telle rupture à une échelle planétaire des événements ordinaires de l'existence, de nos déplacements, etc. Il y a 1 an, après par exemple l'édition du dernier forum en 2020, jamais nous n'aurions imaginé une telle situation. Elle était impensable. Nous savions ce qui se passait en Chine, puis en Italie, avec le fantasme que les frontières allaient arrêter la contagion, comme elles avaient d'ailleurs arrêté, soi-disant, le nuage de Tchernobyl. Jamais nous n'aurions pensé que la planète tout entière allait s'arrêter, que les cafés, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les cirques, les fêtes foraines, les festivités locales, les stades, etc. seraient fermés sur de si longues périodes. L'économie est balayée et elle ne retrouvera pas avant longtemps son ancien étiage. Aux menaces sur la santé suivent les menaces sur les emplois
mais aussi même sur le paysage de nos boutiques ou des entreprises dans le voisinage desquelles nous vivons. De même, nous n'aurions jamais pensé un seul instant que des grands pays comme les États-Unis ou le Brésil allaient être mis au bord du gouffre par des gouvernements d'extrême droite qui refusent de croire à la pandémie. Croire, c'est comme si la pandémie était un fait de croyance, mais ce terme revient par exemple très souvent dans la bouche d'un Bolsonaro au Brésil, qui d'ailleurs a dit récemment qu'il ne croyait pas non plus au vaccin, comme si on était dans un phénomène religieux en quelque sorte. De même, en mai dernier, nous étions prêts à penser, au sortir du premier confinement, que nous avions échappé au pire et que la vie ordinaire allait bientôt reprendre, même au prix d'un port du masque pour quelques mois encore. En février, plus 6 mois après, nous sommes toujours dans l'incertitude, plus de 6 mois d'ailleurs, nous sommes toujours dans l'incertitude, avec même une inquiétude grandissante au regard des variations du virus et de sa virulence accrue. Le coronavirus a mis provisoirement en échec l'ultralibéralisme. Il a paradoxalement rendu nécessaire le soutien de l'État aux populations les plus affectées par la crise sanitaire. Les services publics, chaque année davantage démantelés par la mise en concurrence et les politiques d'austérité budgétaire, se sont révélés un soutien majeur pour soutenir le lien social et maintenir les activités fondatrices de la vie quotidienne. La crise sanitaire rappelle aussi l'étroite interdépendance de nos sociétés. L'impossibilité de fermer les frontières, ni même d'ailleurs les frontières biologiques entre les composantes des innombrables mondes vivants, entre l'animal et l'humain également. Emmanuel Leroy-Ladurie parlait en 1978, avec d'ailleurs une formidable acuité, il parlait de l'unification microbienne du monde. L'unification microbienne du monde, et c'était en 1978. Cette interdépendance, la pollution, le réchauffement climatique avec tous ces dérèglements et maintes autres choses également, cet accroissement également sans fin de la paupérisation dans maintes sociétés à travers le monde, la montée également des conduites à risque de nos jeunes, dont je rappelle qu'elles touchent absolument le monde entier aujourd'hui, avec notamment un jeune sur 5 dans les sociétés européennes, en gros, je vais laisser le chiffre en tous les cas que donne l'INSERM pour la France, un jeune sur 5 est en pleine détresse dans nos sociétés. Donc crise de la transmission, crise de l'avenir, crise de la projection dans le temps, etc. Voilà finalement le monde dans lequel nous sommes, où nous étions, mais qui ne cesse évidemment dont la gravité ne cesse de s'accentuer. Le surgissement du coronavirus est un nouveau tour d'écrou. Un paradoxe d'ailleurs, c'est qu'en réduisant la circulation automobile et aérienne, en arrêtant d'innombrables activités polluantes, le virus procure une sorte de respiration écologique pour la planète et notamment pour le règne animal. Après des années d'indifférence royale à l'encontre des revendications sociales, cette pandémie nous rappelle la nécessité anthropologique du partage. Nous sommes interdépendants pour le meilleur et pour le pire. Réinstaurer l'humanisme social, violemment attaqué dans le monde entier par un capitalisme triomphant et cynique, est un impératif pour relancer le goût de vivre, protéger la diversité écologique de la planète et soutenir les plus vulnérables. C'est Pierre Dac qui disait autrefois de façon magnifique, je le cite, « L'argent des uns n'a jamais fait le bonheur des autres. » L'argent des uns n'a jamais fait le bonheur des autres. Mon propos sera, pour terminer, beaucoup plus discret afin de rester dans les limites du possible au regard de l'imperfection ontologique du monde, ce que Max Weber appelait d'ailleurs l'irrationalité éthique du monde. Notre existence est à la fois assurée et fragile, toujours quelque peu sur le fil du rasoir. Elle est vouée à une part d'incertitude. La condition affective et sociale n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle impose un débat permanent avec les autres, avec les événements, au risque parfois d'en être meurtri de façon totalement inattendue. L'existence n'est pas ciselée dans la calme évidence de son aboutissement, comme un fil tendu au cordeau enjambant les difficultés du terrain,
elle est plutôt notre existence, sinuosité du chemin, ambivalence, contradiction, ambiguïté, etc., etc. Elle est propre donc à engager sur des voies que rien ne laissait présager. L'individualisation du lien social, la personnalisation des significations et des valeurs induit l'éloignement des autres avec les protections qu'ils étaient susceptibles autrefois d'offrir en termes de solidarité, de soutien, de présence, etc. La pandémie rappelle que l'existence individuelle oscille en permanence entre vulnérabilité et sécurité, entre risque et prudence. Parce que l'existence n'est jamais donnée par avance dans son déroulement, le goût de vivre l'accompagne et rappelle la saveur de toute chose. Seul a de prix ce qui peut être perdu. Et la vie n'est jamais acquise une fois pour toutes, comme une totalité close et assurée d'elle-même. De surcroît, trop de sécurité étouffe la découverte d'une existence toujours en partie dérobée et qui ne prend conscience de soi que dans l'échange, parfois inattendu avec le monde. Le danger inhérent à la vie consiste sans doute à ne jamais se mettre en jeu, sans jamais chercher à inventer, ni dans son rapport au monde, ni dans sa relation aux autres. Le risque, si je puis dire, en l'occurrence, serait celui de la fadeur, de l'ennui, de la répétition inlassable des mêmes choses au cours de la vie. Ainsi, donc, ni la sécurité, ni le risque ne sont des modes d'épanouissement et de création de soi. Le goût de vivre engage une dialectique entre risque et sécurité, entre capacité pour chacun de nous de se mettre en question, de se surprendre, de s'inventer, et celle aussi de rester fidèle à l'essentiel de ses valeurs ou de ses structures d'identité. Mais c'est bien parce que nous avons la possibilité de la perdre que l'existence est digne de valeur. La crise sanitaire nous pose maintes questions. Elle force chacun de nous à devenir anthropologue de soi. De quoi sommes-nous le plus privés? Qu'est-ce qui fait finalement le prix de nos vies? La valeur de la conversation aussi, la valeur de la marche, la valeur du contact avec les autres. Voilà autant de questions qui sont soulevées par la pandémie. L'expérience de la pandémie est venue donc briser une certaine insouciance de l'écoulement des jours, en rappelant avec brutalité la précarité de l'existence. Une certaine banalité enveloppait nombre de nos comportements. Ils retrouvent aujourd'hui leur dimension de sacralité. Prendre un café à une terrasse, aller déjeuner dans un restaurant, rencontrer des amis à sa guise, aller au théâtre ou au cinéma, ou même simplement le fait de sortir de chez soi quand on veut et de rentrer à son heure sans rendre de compte à personne. Nous retrouvons ces valeurs, puisqu'elles nous sont arrachées provisoirement. Le fait de se déplacer, il y a encore quelques mois, relevait d'une telle évidence qu'il n'était plus perçu comme un privilège. La crise sanitaire, en ce sens, est un memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. La crise sanitaire, en ce sens, est un memento mori, le rappel à une échelle planétaire de notre inachèvement et d'une fragilité que nous ne cessons d'oublier. Elle rétablit une échelle de valeurs occultée par nos routines. Le confinement rappelle brutalement, dans la nostalgie, le prix des choses sans prix. Ces activités anodines du quotidien, effectuées sans y penser, tant elles coulent de source, mais dont la soudaine privation marque la valeur infinie. Le memento mori est donc bien également je ne saurais pas le dire en latin, mais on pourrait dire le memento mori est donc bien aussi, en contrepoint, n'oublie jamais que tu es vivant. N'oublie jamais que tu es vivant, qui nous ouvre justement sur un avenir plus propice, auquel personnellement j'aime croire. Merci beaucoup David Le Breton pour cette entrée en matière qui est, ma foi, très agréable à écouter. Je vais laisser la parole à Guy Valencien qui nous disait tantôt que la pandémie était un peu comme
un révélateur. Non, vous avez plutôt dit que c'était un moyen de se réveiller, hein, que la société était endormie et que cette pandémie pouvait avoir ceci de positif, qu'elle avait tendance à réveiller peut-être l'humanité ou la France ou l'ensemble des pays. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau jour? Alors, nous vous écoutons. Je ne sais pas, je ne suis pas futurologue. Les futurologues se trompent toujours, bien évidemment. Il n'empêche que 2 événements majeurs sont survenus. Je parle de la France, là, ces 2 dernières années. Hein. Il faut les relier, d'une certaine façon. C'est la crise des Gilets jaunes. Quand je parle des Gilets jaunes, j'entends les Gilets jaunes de première manière et non pas les Black Blocs. Mais la crise des Gilets jaunes, qui est une crise absolument profonde, profondissime, hein, au niveau sociétal, et l'événement naturel que nous sommes en train de vivre et qui bouleverse complètement nos vies. Les 2 sont assez semblables par différents aspects, notamment notre rapport au temps. Car nous avons depuis que l'homme s'est mis à s'arrêter, à ne plus chasser, cueillir et puis se balader d'endroit en endroit, mais à se poser pour planter des céréales et élever des animaux, il s'est concentré en village et puis en ville, en région, en royaume, en État, en nation, en empire. Et on voit bien que cette façon de procéder s'est accompagnée d'une accélération du temps tout à fait récente. Pendant des millénaires, nous sommes restés à marcher à la même vitesse. Les chevaux des cavaliers des chars romains n'allaient pas moins vite que les chevaux du Pony Express qui transportaient le courrier à travers les États-Unis au milieu du 19e siècle. Et c'est en fait en 250 ans que nous avons subi une accélération exponentielle de la vitesse dans tous les domaines. Et cette accélération exponentielle, elle nous perturbe profondément parce que nous ne sommes plus dans le temps biologique, nous sommes dans le temps chronométrique. Et ce temps chronométrique est un temps totalement virtuel que nous avons inventé, la minute, la seconde, l'heure. Je vous rappelle comme exemple que dans l'espace, le temps n'est pas le même. Si vous prenez Vénus, qui est une planète de la même masse que la Terre, Vénus tourne sur elle-même en 234 jours, quand nous tournons, nous, en 24 heures. C'est-à-dire qu'une année pour Vénus, c'est 85 000 ans pour nous. Donc, en fait, notre rapport au jour, aux mois, aux semaines, aux années, est complètement fait de données terriennes. Dans l'espace, il n'en est pas de la même chose. En plus, Vénus tourne à l'envers de la Terre. Donc, ce temps chronométrique que nous avons inventé au prix d'un consensus international, je rappelle qu'au XIXe siècle encore, les villes n'avaient pas la même heure. Et que c'est à cause du transport, de la rapidité des transports par le train, qu'il a fallu qu'on s'accorde. Parce que dans certains cas, les voyageurs partaient à la même heure qu'ils arrivaient ailleurs. Donc on s'est dit que ce n'était pas normal et on a régulé le temps. Le TU, le temps universel. Mais c'est un temps virtuel qui ne correspond pas à nos vies charnelles. Or, nous sommes faits d'un temps, de milliers de temps, puisque chacune de nos cellules, les 30 milliards de cellules qui constituent notre corps, ont une horloge biologique dont le décryptage génomique a permis le prix Nobel à 3 Américains en 2017, en séquençant le gène période qui avait été découvert dans les années 70. Nous sommes des êtres de biologie qui sommes reliés à l'univers. Il faut bien comprendre cela. Et on est en train de violer totalement cette chronobiologie qui nous fait... Les organes se parlent, les organes ont chacun... Les cellules ont chacune une horloge, les organes ont leur propre horloge, et le tout est coordonné par les noyaux suprachiasmatiques dans mon cerveau, comme dans le vôtre, qui permet qu'il y ait une horloge globale. Et cette horloge globale est reliée aux horloges du monde, de l'univers. Et nous l'avions perdue, nous l'avions violée. Et il va falloir s'arrêter. Je pense qu'il ne s'agit pas de décroître. Car si je regarde quel autre système que le capitalisme a permis que l'homme s'en sorte? Quand on dit qu'il n'y a plus de pauvreté aujourd'hui, c'est faux. C'est complètement faux. Partout, des centaines de millions d'hommes et de femmes sortent de la pauvreté dans le monde. Oublions de voir le petit côté franchouillard. Donc le capitalisme a été le seul moyen
Hein, les communismes et les socialistes se sont dissous dans la médiocrité ambiante. Seul moyen de sortir les hommes et d'améliorer le statut des hommes. Le problème, c'est qu'il a accéléré sa progression à un tel point qu'il en est devenu fou, dans une financiarisation absurde. Donc il va falloir revoir les bases du capitalisme tel que nous l'avons créé vers ce qu'on appelle aujourd'hui un capitalisme plus responsable, à la fois sur le plan sociétal, sur le plan environnemental. Et je pense que les entreprises vont de plus en plus s'intéresser à la raison d'être de ce qu'elles font et partager avec leurs employés, leurs salariés, un certain nombre de valeurs. Donc tout ça va dans le bon sens, je me dis. Je pense que nous sommes en train de prendre conscience qu'il ne faut non pas nous arrêter, mais ralentir. Et moi, je rêverais de me mettre à ralentir, nous refroidir. Figurez-vous que quand on regarde le Big Bang, cette espèce de démarrage incroyable qui n'a jamais fait big, qui n'a jamais fait bang non plus, qui n'a jamais été big, c'était microscopique, mais d'une puissance énergétique considérable, avec une chaleur astronomique. C'est bien le refroidissement qui a permis que les petits quarks, les premières particules élémentaires, coagulent en protons, en neutrons, et ensuite en électrons. C'est en se refroidissant que la matière est née. Ce n'est pas en se chauffant. En se chauffant, elle rentre dans un mouvement brownien et elle fait n'importe quoi. Eh bien, nous, c'est la même chose, car nous ne sommes faits que de matière. Et donc, il va falloir penser à nous refroidir. Donc, je veux maintenant, demain, je veux pouvoir manger des esquimaux gervais, me laver avec des glaçons, prendre des douches froides, me mettre à danser le slow ou la pavane, hein, et tutti quanti, et ne pas mettre le chauffage à fond chaque jour. Il faut nous refroidir. Ça ne veut pas dire décroître, surtout pas. Et je suis de ceux qui considèrent que les décroissantistes comme Yves Cochet, qui veulent revenir à la charrue à bras et à la diligence hippomobile, sont complètement à côté de la plaque. Je veux dire, cette vision idyllique, mais qui ne l'est même pas, parce que les animaux souffrent souvent quand on les fait traîner les diligences. Donc cette vision qui n'a plus de sens doit être extraite complètement de nos cerveaux, mais il nous faut repenser notre relation au monde, notre relation à la nature, que nous avons violée parce que nous sommes des êtres de domination. Et je le disais dans une des conférences hier, c'est là un des thèmes qui me passionne, c'est ce rapport que nous avons, nous les Occidentaux, à la nature par rapport à ce qu'ont les Orientaux, rapport qui est tout différent. Et je pense que nous aurons besoin vraiment de nous parler pour essayer d'évoquer quelle humanité nous allons créer ensemble demain, qui sera une humanité, je pense, plus puissante au sens de la relation humaine entre nous, mais pas forcément démiurgique au sens d'aller dominer une nature qui, de toute façon, est 100 000 fois, 1 milliard de fois plus puissante que nous. On le voit à chaque fois, que ce soit à cause de cette épidémie, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou autres drames que notre Terre nous fait subir de temps en temps pour nous rappeler qu'elle, Gaïa, est la plus forte, bien évidemment. Donc je crois que c'est une vraie réflexion de fond que nous avons amenée tous ensemble en entendant les autres philosophies. Nous ne pouvons rester à penser que nous allons continuer à croître en termes de vitesse en permanence. Ça me rappelle, tout cela me rappelle cette fameuse scène dans le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Vous avez l'ouvrier dans ce monde de taylorisme incroyable où on avait divisé, parcellisé le travail en petits morceaux, chacun faisant une toute petite chose, et on voit l'ouvrier qui sort de l'usine hébété avec ses 2 clés à molette et qui croise dans la rue une bourgeoise avec un tailleur blanc avec des boutons noirs, et il continue à visser les boutons de la pauvre dame parce que ça fait des heures qu'il était sur son plan de travail à tourner et à visser ses boutons. Eh bien, arrêtons d'être l'ouvrier de Charlie Chaplin, qu'en plus une machine faisait manger son maïs et tout d'un coup s'emballait. Bref, ce film qui date de 1936 est absolument prémonitoire de ce qui s'est passé et de ce qu'il ne faut plus faire. Et donc, revoyez-le tous, parce que ça nous permettra de travailler ensemble à cette réforme, à cette révision complète de notre mode d'être au quotidien, dans l'action de nos vies. La relation au travail va aussi bien évidemment changer dans ce cadre-là, puisque le télétravail ne disparaîtra pas. Et quand on dit télétravail, faut-il continuer à pointer de façon virtuelle ? Ça n'a pas de sens. Si j'ai envie de travailler à 2 heures du matin, je peux le faire. Alors bien sûr qu'il faudra
construire des zones de retrouvailles entre nous pour pouvoir échanger en présentiel, certainement, ou en virtuel aussi, mais faut-il continuer à avoir des 35 heures? C'est complètement absurde dans le monde de demain. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Il faudra qu'on soit payé probablement aux actes réalisés, pour certains d'entre nous, à la tâche, et non plus à l'heure. Ça ne veut rien dire. Donc, tout cela nous amène, cette pandémie nous amène à réfléchir à ce rapport au temps qui, pour moi, est vital, en ce sens que nous sommes faits de temps que nous ne contrôlons pas. Ce sont nos organes qui nous créent. Ce sont eux qu'il nous faut. Et quand je regarde, si je vais jusqu'au bout, les idées qui m'arrivent, elles sont créées par mon cerveau, elles apparaissent devant ma conscience comme ça. Ah, j'ai eu l'idée que je ne l'ai même pas cherché, je ne l'ai même pas travaillé. C'est le temps profond de la biologie moléculaire à l'intérieur de mes cellules qui me fait amener des idées que je découvre comme ça. Ah tiens, j'ai pensé ça. Donc revoyons qui nous sommes. Nous sommes d'abord des machines temporelles, des machines biologiques temporelles, et qu'il ne faut surtout pas violer. Il faut qu'on garde le temps long de la décision et du projet, ce qui nous manque. Nous n'avons plus de projet en France. On va aller où demain? Vous ne posez la question à un jeune de 18 ans en France, tu mourrais pourquoi aujourd'hui et demain? Il n'y a pas de réponse. Donc je crois véritablement qu'il faut que l'on s'engage vers des projets fédérateurs qui regroupent les hommes et les femmes de ce monde, et que l'on puisse ainsi revivre un temps partagé que l'on a perdu et que l'on retrouve là, dans le cadre de la pandémie. Malgré la distanciation, on se retrouve des temps plus lents, et j'en suis le premier heureux. Ça m'a permis en plus d'écrire un bouquin que je sortirai bientôt. Voilà. Merci beaucoup. On vous reposera bien évidemment des questions parce que votre vision des choses est très intéressante, et je pense qu'on aura envie d'en savoir un petit peu plus. David Gruson, et là maintenant c'est pour ma part le neurologue qui parle, j'aimerais effectivement étudier l'état de vos noyaux suprachiasmatiques, parce que quand on vous lit, on a parfois l'impression qu'ils ont quelques coups d'avance. Vous êtes, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de votre pédigré qui a tendance à me faire du mal tellement il est bon, mais je vais venir plutôt sur votre activité d'auteur, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à la lecture de Sarah, SA2RA, qui est éditée en deux parties. La première partie qui s'appelle Une intelligence artificielle, et la deuxième partie qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Une conscience artificielle. Un récit qui se déroule quand même en 2025, donc on n'est pas très loin, et un récit dans lequel on se dit qu'effectivement, la vision, en tout cas de l'auteur, ici en l'occurrence un auteur plutôt de science-fiction, même si le terme pourrait être tout à fait rediscuté, nous apporte en tout cas un éclairage très intéressant. Donc voilà, je vous laisse la parole, David. Un grand merci Aurélien, merci à Israël Nizan, à toute l'équipe du Forum européen de bioéthique. Bravo de faire vivre cet événement d'une qualité incroyable. C'est une frustration de ne pas être avec vous aujourd'hui. Alors, un petit peu compensé par cette table ronde et le bonheur de se retrouver, et puis aussi de la partager avec David Le Breton et Guy Valencien, qui en fait finalement ont posé les bonnes entrées. Hein. Je retiens des deux phrases qui m'ont beaucoup marqué dans ce que vous avez dit: devenir anthropologue de nous-mêmes, et puis le thème du rapport au temps que tu posais Guy. Guy qui a une part de paternité dans Sarah, puisqu'il avait bien voulu préfacer le premier tome, et le livre ne serait pas sorti sans son concours, et d'ailleurs sans le Forum européen de bioéthique non plus, parce que tout ça c'est nourri de ça. Donc merci Aurélien du compliment sur l'anticipation, sur l'IA qui gère les risques épidémiques, et tout de suite je vais à ton encontre, parce qu'en fait dans Sarah, c'est vraiment pas un travail d'anticipateur ou de visionnaire. Il y a plutôt une boucle causale un peu paradoxale autour du livre, et je voudrais essayer de m'en expliquer, parce que il y a à la fois dans la genèse du livre et dans son contenu des choses peut-être utiles pour la question qui nous occupe. En gros, y aura-t-il un monde d'après?
En fait, dans Sarah, les 3 ingrédients que j'avais essayé de conjuguer, c'était d'abord le virus. Donc, il y a un déclenchement d'une épidémie. Alors, le premier tome était en 2018. En fait, c'est pas le coronavirus, c'est Ebola, un mutant d'Ebola qui se diffuse dans Paris. Donc, le virus, c'est le premier paramètre. Il y a un deuxième paramètre, c'est la technologie, l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est une IA qui s'appelle Sarah qui est chargée de gérer la crise. Et puis le troisième paramètre, c'est finalement la démocratie, ce qui fait qu'on vit ensemble. Et en fait, c'est finalement la conjugaison de ces 3 paramètres qui se met en place dans la fiction. Mais je vous disais, c'est pas forcément un travail d'anticipation parce que ces livres, il faut pas les dégager du contexte dans lequel j'ai été amené à les écrire. Le fait générateur, en fait, c'était une suspicion de gestion, une suspicion de cas d'Ebola très très compliquée qu'on avait eu à affronter fin 2014 avec les équipes du CHU de la Réunion que je gérais à l'époque. Et les équipes avaient fait preuve de vraiment beaucoup de sang-froid. Alors que franchement, la situation a été très tendue. Pendant 5 jours, on a vraiment cru à tout moment qu'on allait avoir un déclenchement épidémique. Vous vous souvenez, c'était pendant la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc autant la population et les professionnels faisaient preuve de beaucoup de calme et de maîtrise, autant la boucle politique et médiatique s'était emballée avec ce courant sinusoïdal d'analyse des choses, ces mouvements un peu erratiques. Tout ce qu'on voit finalement dans le monde aujourd'hui du coronavirus. Et donc c'est ce contexte-là en fait qui, comme je travaille depuis une quinzaine d'années sur l'intelligence artificielle et le numérique en santé, m'avait amené à me poser la question juste après. Finalement, est-ce que tout ça aurait été mieux géré si ça avait été une IA, mon interlocutrice, plutôt que le ministère de la Santé? C'est ça le fait générateur. Commencer à mettre les idées en place, à mettre en forme de fiction. Et puis, dans le fait générateur de la publication, il y a eu une série de rencontres, celle avec Camille de Decker, l'éditrice, et puis avec Guy, qui m'a dit oui, ça a du sens ce que tu publies. Allons-y. Et puis, donc, le tome 1 est arrivé. Le tome 2, comme tu le rappelais Aurélien, donc il était publié en mars 2020. C'était pas prévu dès le départ. Et là, en fait, c'est finalement, j'y mets une petite dose de mystique, entre guillemets. Il y a un moment où c'est pas prévu d'écrire une suite au livre, mais on est fin 2018. Et en fait, au fond, ce personnage de l'IA qui gère la crise, d'une certaine manière, il s'est mis à me reparler. Et puis, donc, quand vous avez des voix dans la tête, en fait, en général, c'est plutôt bien d'en parler avec quelqu'un. Là, je parle sous le contrôle des médecins et du neurologue et du neurologue. Donc, je suis allé en parler à Cynthia Fleury, qui a bien voulu préfacer le 2e tome et qui m'a dit oui, il y a encore des choses à dire. Donc, le 2e tome traite de la question de la fin d'un monde sous l'effet d'une épidémie non maîtrisée qui devient européenne, qui devient mondiale. Donc ça, c'est la jeunesse, parce qu'en fait, vous voyez bien que finalement, ça n'a pas été réellement un travail de prospectiviste. Et ce qui fait que, pour répondre aussi à ta question sur comment je me sens aujourd'hui, en fait, j'ai un peu l'impression depuis 1 an d'être devenu un personnage de mes bouquins. Ça fait un peu bizarre, en fait. Mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dégager de cet exercice-là et finalement des points de contact entre la fiction et le réel? Et je pense que ce que portait Guy, c'est-à-dire la notion du rapport au temps, est sans doute une clé d'entrée majeure dans la compréhension de ce que l'on vit et de ce que pourrait être le monde d'après. Il y a entre la fiction et le réel un rapport très très étrange, et avec des phénomènes en fait à la fois de choses qui se sont passées beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, et d'autres paramètres qui au contraire sont restés soit statiques, soit souterrains. Donc comme tu disais, cette situation de crise épidémique, je la positionnais dans la fiction en 2025. J'imaginais en fait comme paramètre technologique une IA capable de produire un vaccin en temps très court pour pouvoir répondre à la crise.
pour être honnête, quand j'ai écrit le bouquin entre 2015 et 2017, j'imaginais absolument pas que cette situation technologique-là intervienne avant peut-être 2030, 2040. Et en fait, il y a eu une première étape technologique en juillet 2019 avec la première publication. C'est une équipe australienne de l'université Flinders qui a fait la première publication sur une production automatisée d'adjuvants au vaccin contre la grippe saisonnière. Donc en fait, ce paramètre technologique était déjà validé avant même le coronavirus. Et puis vous avez vu les annonces des fabricants de vaccins. Alors là, les vaccins qui sont aujourd'hui administrés ne sont pas des vaccins fabriqués par IA de manière automatisée. Néanmoins, ils intègrent des briques de recours à des algorithmes pour la partie préparation. C'est ce qu'ont annoncé les fabricants. C'est ce qu'on appelle des essais cliniques virtuels ou des essais cliniques in silico pour alléger, raccourcir le temps de préparation et aussi retarder l'exposition de patients sur ces essais cliniques. Donc on a eu recours à des briques d'algorithmes pour aider à la fabrication vaccinale. De ce point de vue-là, L'Oréal a réellement rattrapé la fiction beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Deuxième notion, il y a dans le deuxième tome l'idée qu'on a un virus qui en fait résiste et nous échappe. Et donc en fait, il y a dans le mutant d'Ebola que j'imaginais, en fait c'est un mutant qui est capable d'en produire d'autres. Et en fait, plus on produit des vaccins, plus il produit des mutants, et plus on va vite, plus il nous échappe. Alors, je ne nous espère pas, franchement, d'être entré dans cette cyclicité-là. Mais là, en janvier 2021, on peut fonder de grands espoirs dans la vaccination, mais on voit bien que de nouveaux variants arrivent, que des doutes s'expriment sur l'efficacité, là, notamment, semble-t-il, vis-à-vis du variant brésilien. Donc, est-ce qu'on est dans une course-poursuite entre la technique et le virus qui s'est engagé, et est-ce que finalement on va entrer, s'il y a un monde d'après, dans une temporalité où finalement ce sera ça, le monde de demain, on sera finalement dans une course de vitesse un peu perpétuelle entre la production de vaccins et les adaptations d'un virus, celui-là ou d'autres, qui viendront à chaque fois perturber l'équilibre de notre vie commune. Je ne nous le souhaite pas, mais vous voyez bien que la virtualité de ça existe. Donc le virus, l'IA plus rapide que ce qu'on pense, et puis après de l'autre côté, le troisième paramètre, la démocratie. Alors j'imaginais dans le tome 2 que en fait tout ça se passait sous fond de campagne présidentielle, avec un deuxième tour entre un président sortant éreinté par un quinquennat de gestion de crise et une candidate d'extrême droite. Et enfin, ça se joue au coude à coude, je ne vous en dis pas plus sur le livre, et à la fin, on voit bien que notre démocratie, à la fois, elle résiste de manière remarquable. Il y a des ressorts d'engagement citoyen extraordinaires chez les professionnels de santé, chez chacun d'entre nous face à la crise. Mais en même temps, ces ressources de la démocratie, elles sont aussi attaquées par ce qu'on vit. Il y a la place pour des discours de plus en plus rapides, de plus en plus extrêmes. Et on voit bien que ce que l'on pensait bien établi et ce que l'on pensait solide est aussi peut-être plus fragile. Et qui a à prendre conscience de ce que, si on veut préserver les règles, les principes de ce qui fonde notre société, il faudra les défendre, ces principes de démocratie, pour ne pas laisser la place à l'abandon de la démocratie pour aller à une efficacité supposée qui serait complètement attentatoire à nos libertés. Et on voit bien qu'en sens inverse, si elle veut se préserver, notre démocratie doit avoir recours à de nouvelles manières de faire pour affronter le péril. Et donc, du coup, vous voyez, c'est finalement ces trois paramètres-là, et puis c'était de ces trois paramètres, en fait, le virus, l'IA, la démocratie, qui sont des paramètres un peu macroscopiques. Ce qui me plaît dans les interventions de David Le Breton et Guy Valencien, c'est que en découle sans doute un quatrième paramètre. Vous voyez, ce cocktail de trois facteurs en génère un quatrième qui est au fond la transformation de nous-mêmes. Alors cette transformation de nous-mêmes, dans le livre, je l'imaginais de manière un peu spectaculaire, mais ça c'est effectivement la science-fiction.
finalement, j'ai l'impression, au bout d'un an de Covid-19, d'avoir eu une transformation de moi-même, effectivement, comme vous le releviez, avec le facteur temps que tu expliquais, Guy. Et finalement, ma vie d'avant, elle était certes meilleure, j'étais plus libre sur certains aspects, mais en même temps, il y a certains aspects de moi-même que je suis très content d'avoir transformés. Hein, cette espèce d'agitation vibrionnante, à passer du temps dans les avions à droite à gauche, ne pas être si souvent là à la maison le soir avec les petits, je le suis beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ce que m'ont dit mes enfants. Ils m'ont dit, finalement, papa, on t'a jamais autant vu que pendant l'année écoulée. Et donc, du coup, j'ai repris une certaine mesure de moi-même. J'ai corrigé certains trucs franchement déconnants. Et ça, je le dois d'une certaine manière à ce coronavirus. Donc, du coup, il y a des choses peut-être à retenir. Et au fond, ce qui s'en dégage, c'est peut-être deux choses. À la fin, je terminerai peut-être par là pour ouvrir la discussion, faire réagir les collègues. C'est d'abord une profonde leçon d'humilité collective. Et puis de l'autre, un appel aussi à un combat. David citait Albert Camus. Il y a dans La Peste à la fois une prise de conscience de l'absurde, mais aussi un appel au combat, à la résistance. Et c'est bien aussi cette dimension-là. Il y a du bon qui peut sortir de tout ça. Dans mon petit périmètre à moi, le bon qui se dégage, c'est que finalement, en parallèle à la crise, se sont poursuivis, et le Forum a joué tout son rôle là-dedans, les travaux de préparation de la révision de la loi de bioéthique, avec la reconnaissance, et il n'y a pas de hasard de calendrier, ce sera le Sénat qui entérinera les choses, qui devra entériner les choses définitivement la semaine prochaine, parce que la loi de bioéthique revient au Parlement, avec la reconnaissance du principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. C'est une idée qu'on avait poussée depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, l'idée qu'il faut faire superviser la technique, alors non pas à chaque étape pour la bloquer, mais à des points critiques par des professionnels de santé, des représentants des citoyens, des innovateurs, et finalement faire de nous des garants humains de cette évolution technologique. Donc c'est peut-être ça le message d'espoir. Si l'appel à l'humain pour réguler la technologie sort de ce que l'on a vécu, c'est peut-être une pas si mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. On va tout de suite entamer le débat. Alors je vais revenir dans un premier temps vers Guy Valencien, qui va peut-être aussi avoir envie de réagir. Et moi j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur ce que vous pouviez imaginer dans ce que serait le capitalisme, un capitalisme raisonné, raisonnable ou responsable, parce qu'effectivement le discours collapsologique est florissant, on en entend beaucoup parler à travers notamment les médias. Par contre, le discours d'une modification, d'une transition du capitalisme est peut-être un peu moins fréquent dans le paysage médiatique, et je trouve que c'est en tout cas quand vous en parliez, quelque chose de très intéressant. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Comment est-ce qu'on pourrait réinventer le capitalisme sans passer ou transiter par un modèle totalement différent? Eh bien, je ne suis pas économiste, mais probablement un capitalisme de l'autre, je dirais. Que l'autre soit reconnu comme égal à moi-même. C'est la première des qualités que l'on peut demander à l'humanité, de reconnaître l'autre dans son intégralité, dans son intégrité même. Et on voit bien que nous sommes allés au maximum possible d'un capitalisme et de sa dérive financière. Pour un simple exemple, rappelez-vous qu'en 2013, à 13h de l'après-midi, je ne sais plus le jour exact de 2013, mais à 13h, je me souviens de l'heure, une news déboule sur tous les réseaux américains, le attentat à la Maison-Blanche, le président Obama serait blessé. 3 minutes après, 3 minutes après exactement, la fausse nouvelle est contredite. Il s'agissait en fait de hackers qui avaient voulu faire un mauvais coup. Mais pendant ces 3 minutes, 150 milliards de dollars ont été échangés par les ordinateurs du Nasdaq et de Wall Street et des bourses, où tout le monde a bougé dans tous les sens sans aucune intervention humaine. Les calipers des ordinateurs étaient programmés et hop, ils ont bougé. 150 milliards de dollars échangés sur une fausse nouvelle.
Voilà le délire à la fois financier et le délire informatif auquel on était arrivé. Eh bien, cela, il faut en finir, et je pense qu'on peut retrouver un capitalisme. C'est quoi un capitalisme? C'est un échange, parce que nous continuerons toujours à commercer. Qu'on le veuille ou non, je produis quelque chose et tu me payes pour la production et vice-versa. Donc cessons de croire que les socialistes permettront de sauver l'humanité. Ils ont montré leur horreur, et c'est bien parce que la Chine est devenue le plus capitaliste des pays depuis 40 ans, qu'elle n'était pas auparavant, qu'elle est en train de dominer le monde. Voilà. Alors je ne demande pas à ce qu'on soit dans un capitalisme à la chinoise, je dis simplement, je vois poindre une forme de capitalisme plus humain, avec cette responsabilité sociétale, cette préoccupation environnementale, et je pense que l'Europe devrait être le promoteur de cette nouvelle forme de capitalisme. Malheureusement, elle s'enfonce dans la médiocrité ambiante à 27 pays qui sont infoutus de signer ensemble des décisions importantes, sauf celle du Brexit. Voilà. C'est pas très, voilà. Donc vous voyez comme quoi on est quand même mal parti, alors que nous avons probablement la réflexion humaniste depuis longtemps sur ces sujets. Pourquoi nous ne sommes pas capables, non pas de l'imposer, mais de proposer un modèle de société beaucoup plus fraternel? Alors on parle d'intrusif aujourd'hui, je déteste, ou d'inclusif, je déteste ces mots-là. Moi, je veux de la fraternité, reconnaître l'autre comme un frère, comme une sœur. Voilà. Et cela, je pense que nous pourrions, nos vieilles démocraties pourraient se renouveler dans ce sens-là, en travaillant d'arrache-pied sur ce sujet de revoir une constitution. Regardez le rôle de l'État. Le rôle de l'État aujourd'hui doit être totalement transformé. Nous sommes dans un système pyramidal qui a montré, qu'on le veuille ou non, en partie sa faillite dans le système, puisqu'il a fallu casser toutes les normes, ouvrir les portes, ouvrir les volets, faire passer de l'air, pour pouvoir se mettre à sauver des vies, hein, contre tous les principes de précaution qui nous ont cassé les reins depuis des années. Le plus grand drame qui ait existé, c'est la mise du principe de précaution dans la Constitution. C'est une catastrophe, une catastrophe. C'est un moyen de figer les initiatives humaines. On voit bien qu'aujourd'hui, les administrations ne se préoccupent que d'une chose, c'est de se couvrir. Et j'avoue, pardonnez-moi, mais d'en être arrivé à ce que des juges aillent perquisitionner chez des ministres au cours de la crise, comme si c'était des malfrats qui avaient planqué des trucs, je trouve ça scandaleux. On est en train de tuer la démocratie à petit feu avec ce jeu pervers. Il va falloir donc revoir à la fois la justice, qui ne fonctionne plus, l'éducation, qui est complètement à côté de la plaque dans un système aussi normatif qui empêche les cerveaux de s'épanouir de façon personnelle, et les systèmes de santé. Ce sont les trois gros systèmes qui pâtissent du poids incroyable d'un État teutonien qui ne veut rien lâcher. Il faut arriver à un État en réseau, hein, et c'est ce qui va peut-être se faire, car regardez le Hub Santé, c'est un peu l'initiative que promeut Dominique Pont et Léa Le Tourneau, de nous dire, en gros, nous sommes là, nous, État, on va construire les routes, hein, on va construire les carrefours, hein, où on tourne, les points de circulation, on mettra peut-être des feux rouges et des feux verts, mais à vous, la société, de construire les immeubles. Là, on va habiter, là, on va échanger, là, on va commercer, là, on va se distraire, là, on va apprendre. Donc, je crois qu'on va aller vers un État en réseau qui va faire disparaître l'État monolithique et qui envoie du haut de sa superbe les petites directives, les petits arrêtés, les petites circulaires à longueur de jour qui nous polluent la vie complètement. Je pense qu'il faut retrouver cette liberté citoyenne d'être ensemble dans un cadre où l'État est régulateur. Mais ce n'est plus lui qui joue. Il remercie ceux qui font bien, il peut leur donner la coupe ou des prix, il siffle les cartons jaunes et les cartons rouges, mais il ne se met pas à prendre le ballon pour tout d'un coup jouer et aller mettre un but. Donc, redéfinissons le rôle de l'État dans le cadre d'une société numérisée où nous pouvons échanger des millions de données et jour après jour pour savoir où nous en sommes chacun. C'est le grand défi de demain.
Oui, je voulais faire intervenir peut-être David Le Breton qui a aussi évoqué le capitalisme dans son intervention et Monsieur Valencien qui nous disait quel autre système que le capitalisme. Et Monsieur Valencien, vous nous parliez de faillite de l'État, là où Monsieur Le Breton, vous nous disiez que son intervention avait été salutaire, notamment pour les plus fragilisés par cette crise. Est-ce que vous voulez peut-être développer sur ce point ? Parce que la démocratie n'est quand même pas une dictature. Je connais bien le Brésil et je vois bien la tragédie qui se passe dans un pays justement où on ne tient absolument plus compte des régulations sociales. Donc je pense qu'il faut introduire dans nos échanges davantage d'ambivalence parce que le monde est ainsi fait. J'ai parlé d'irrationalité éthique tout à l'heure en citant Max Weber. On pourrait parler aussi d'une banalité du mal qui s'étend de plus en plus dans nos sociétés contemporaines. Je crois qu'on n'a pas besoin du diable finalement pour que les hommes fassent le mal autour d'eux. Ça m'évoque aussi Brecht qui disait « Les hommes, voilà l'obstacle majeur à toutes les grandes idées ». Donc je pense qu'il faut qu'on pense avec cette ambivalence qui fait que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois que la démocratie est le moins mauvais des systèmes politiques aujourd'hui. On ne peut absolument pas dire, je ne suis pas spécialement macronien, mais je pense qu'on ne peut absolument pas dire qu'il y a une espèce de dérive du pouvoir. Il me semble que la démocratie fonctionne très très bien aujourd'hui. Il y a énormément de débats, énormément d'échanges. Et si la démocratie est mise à mal, mais j'en parlerai sans doute un petit peu plus cet après-midi, c'est à travers un lien social, une individualisation croissante du lien social, qui n'est plus l'individualisation qu'on a connue jusque dans les années 80, qui était plutôt, disons, un individualisme de la liberté, qui prenait en compte la conjonction, c'est-à-dire l'ensemble du collectif. Aujourd'hui, on est passé davantage à un individualisme de la disjonction, où le souci du collectif est totalement secondaire, totalement méprisé, et on le voit évidemment avec toutes les entorses au civisme qui caractérisent le monde d'aujourd'hui, que ce soit les fêtes clandestines ou le refus, l'instrumentalisation politique par exemple du masque pour s'attaquer à l'État, pour détruire l'État. Non, moi je crois, comme Hobbes d'une certaine manière, c'est un héritage qui est juste, je pense. Il y avait une dimension anthropologique chez Hobbes qu'il fallait pour réguler les passions collectives et la puissance des plus forts sur les plus faibles, il faut une régulation par l'État et notamment à travers une démocratie qui permet l'échange, qui permet une argumentation mutuelle. Je ne crois, voilà, j'ai trop grandi finalement quand j'étais jeune. C'était les dictatures en Amérique latine qui m'ont profondément hanté. Je reste profondément marqué par ça aujourd'hui. Et quand je vois ce qui s'est passé au Brésil en l'espace de quelques mois, de quelques années, Bolsonaro a détruit complètement le pays. Il a plus de 100 000 morts aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne croit pas aux vaccins et autres. Voilà ce que donne justement un État trop brutal, totalitaire. Je ne crois pas du tout au réseau par ailleurs, parce que je crois qu'il faut une régulation qui soit au-dessus de la mêlée d'une certaine manière, mais qui respecte un certain nombre de principes démocratiques qui sont inscrits dans la loi, mais aussi dans la pardonnez-moi le nom m'échappe, mais ce qui régule tout le principe de l'État, par exemple en France. Voilà, c'est ce qui permet c'est la démocratie qui permet l'égale dignité des hommes et des femmes dans le monde d'aujourd'hui, leurs valeurs pour chacun. Voilà. Donc, oui, peut-être encore quelques mots, mais évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé d'humanisme social, en effet. Donc, je pense qu'il faudrait, dans l'idéal, davantage l'introduction de formes de compassion, d'empathie, d'identification à l'autre. On sait que ce sont des valeurs qui sont énormément ébranlées dans le monde d'aujourd'hui. On se met de moins en moins à la place de l'autre, on peut de moins en moins s'identifier à l'autre. Et donc, je pense qu'on aura du mal à contrôler le retour à un humanisme politique. Ce qui se passe plutôt aujourd'hui à l'encontre de ce que voudrait Guy, c'est une montée des extrêmes droites, donc au Brésil, aux États-Unis, en Hongrie, dans tout un tas d'autres pays, une montée des extrêmes droites, et c'est sans doute aussi ce que traduit le roman de David, que je n'ai malheureusement pas lu. Moi, c'est plutôt ma crainte, c'est mon effroi pour le monde à venir. Je vois monter les intolérances, je vois monter les racismes, je vois monter les boucs émissaires, je vois monter une extrême droite, le sentiment que tout le monde, qu'on a raison,
raison, dans le refus de l'argumentation, dans le refus justement des instances régulatrices. Donc voilà, moi je suis plutôt partisan d'un État, enfin de la démocratie telle qu'elle fonctionne encore aujourd'hui, même si elle n'est pas toujours la meilleure. Mais on pourrait aussi rappeler à Guy qu'aucun gouvernement à travers le monde n'a pu anticiper, parce que c'était impossible d'anticiper ce qui s'est passé. Et quand on reproche par exemple au gouvernement de naviguer à vue, il faudrait être sacrément prétentieux pour savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Ou alors il faut être effectivement un ennemi radical de l'État, on veut détruire l'État, donc on instrumentalise la crise. Encore une fois, je voudrais dire que je ne suis pas spécialement macronien. C'est simplement une vue citoyenne que j'exprime ici. Merci. Alors, je retourne vers David Gruson, qu'on aimerait bien entendre aussi sur les aspects de transition technologique et peut-être sur les risques qu'il pourrait y avoir dans un monde d'après. Mais j'ai quand même une question avant qui s'adresse plutôt à l'auteur, désolé. Mais à votre avis, David, quel est le rôle finalement des auteurs, et notamment des auteurs de science-fiction, mais pas que? Hier, on ne peut pas parler de fake news sans parler de 1984. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose dans le roman notamment et dans la science-fiction de manière générale. Alors pour l'intelligence artificielle, je pense que les auteurs de science-fiction ont également œuvré, que ce soit pour le cadre un peu éthique ou légal, mais également pour les idées. Quel est finalement le rôle de l'auteur dans l'anticipation du monde d'après ? Oula, alors si tu mets du Orwell et si on met du Camus, là je me sens un organisme pré-microbien. Hein. Mais donc du coup je me garderai d'avoir un regard général sur le rôle de la science-fiction par rapport à tout ça. Ce que je peux dire quand même, c'est que je pense que on a à voir il y a une utilité dans notre sujet de la santé de ce travail de réflexion prospective. Il faut parfois savoir défricher des horizons, être capable de porter des trajectoires sur plusieurs années, quitte à être démenti par le réel, ce qui est plus souvent le cas. Ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire non seulement être confirmé, mais validé au-delà de tout ce que j'osais craindre ou espérer, et une figure de style sans doute rare. Par contre, je pense que pour prendre un peu de perspective par rapport à la gestion de crise actuelle, et encore une fois, je serai très très modeste, hein, parce que c'est toujours beaucoup plus facile à dire de l'extérieur et a posteriori. Je pense qu'on a vu depuis une quinzaine d'années un affaiblissement de nos capacités logistiques de gestion de crise, et depuis une quinzaine d'années un affaiblissement de notre capacité de prospective, de planification. Et il faut sans doute redonner de l'oxygène, redonner de la capacité là-dedans, et que la réflexion de prospective, d'anticipation, elle a sa place. Peut-être une deuxième remarque en écho aux deux interventions précédentes. Oui, la clé de lecture entre l'individu et le collectif, c'est une clé de lecture majeure de la crise. Alors, pour y ajouter un contrepoint, c'est une société peut-être d'hyper-individualisme, mais si on y ajoute l'ingrédient de l'IA et des algorithmes, c'est une société aussi d'hyper-collectivisme. Et il y a les deux risques en même temps. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui, en fait, régulent de plus en plus le cours de nos vies par rapport à des schémas préétablis, par rapport à des ressorts indépendants de nous-mêmes, et la capacité à planifier ou tout planifier sur la base de lois de grand nombre est aussi une réduction d'une certaine manière du champ de nos libertés. Autre remarque, peut-être sur un terrain un petit peu plus politique, oui, il faut faire attention à la montée des extrêmes. Il y a le ressort, cette tension que j'expliquais tout à l'heure entre démocratie et gestion de crise. Simplement, moi, ce qui me fait un petit peu peur là dans le moment actuel, c'est aussi un peu cette tendance que l'on peut avoir à voir émerger une opposition un peu systématique entre d'un côté des progressistes et de l'autre des complotistes. Et je vois émerger ce mot
de complotisme dans le débat public, un peu comme une réduction d'une partie d'entre nous à ce qu'il ne faudrait pas penser. Et pour être, là je m'exprime à titre personnel, évidemment favorable à l'évolution technologique, évidemment favorable à la vaccination, évidemment favorable à tout ce qui permettra de nous éclairer, de nous éduquer davantage. Je pense qu'il y a, c'est pas rendre service au jeu démocratique que d'essayer d'amener hors de ce champ une partie d'entre nous. Alors certes, il y a des gens qui font des complots parmi nous, mais je crois qu'en faire une catégorie populationnelle large est franchement pas un service à rendre à la démocratie, parce que c'est aussi un terreau sur lequel prospèrent les extrêmes. Et sur le sujet très précisément de la vaccination, je pense qu'on a un devoir de pédagogie. D'ailleurs, ce que l'on vit le montre, hein. La pédagogie par l'exemple, le mouvement qui se passe est un mouvement de création de confiance, et je pense qu'on est passé pas très très loin de susciter une opposition qu'on aurait pu éviter, et qu'on est en train d'éviter par la démonstration que ça fonctionne, sous réserve évidemment que ce processus vaccinal puisse continuer à monter en charge et qu'on passe au-delà des sujets de production. Je voulais mettre ce point-là parce que il y a parmi nous des gens qui sont ni des avant-gardistes éclairés et ni des complotistes acharnés. Il y a une opinion publique à convaincre de faire ce chemin vers l'ouverture à la technologie et vers la préservation de notre démocratie en temps de crise. Alors, je rebondis vers Guy Valencien sur l'ouverture de la technologie. C'est vrai que cette crise nous a aussi obligés à nous confiner, à rester chacun chez soi, à devoir parfois travailler, de ne pas forcément avoir le matériel nécessaire, à devoir consulter le médecin, parfois avec des mauvaises connexions. On se rend compte finalement qu'on est très tributaire, ou en tout cas que la technologie nous offre quand même une porte de sortie lorsqu'on est tout seul à la maison. Et je voulais avoir votre avis. Alors notamment, c'est vrai que même au sein de ces conférences, hein, on se dit bon ben voilà, on aurait bien aimé qu'il y ait peut-être la 5G pour qu'on puisse avoir des bonnes connexions avec tous les orateurs plutôt que des connexions qui s'interrompent. Je voulais savoir à votre avis quel pouvait être dans le monde d'après, si tant est qu'il y a un monde d'après, en tout cas dans le monde de demain. Quelles peuvent être les évolutions technologiques qui vont continuer à nous aider, notamment sur le plan médical, puisque vous êtes médecin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de positif, hein, et peut-être de négatif aussi de ces évolutions technologiques, notamment en matière de médecine? Le gros intérêt de ces évolutions technologiques, si on sait les manier à bon escient, est de libérer du temps d'humanisme en médecine. Moi, il y a un tas de choses que je pourrais faire à la machine. Il y a un tas d'actes que je peux faire aussi à d'autres professionnels qui seraient très heureux de le faire. Et on a un mal fou, vous le savez, en France, à transférer des compétences médicales à des infirmiers et des infirmières. Nous avons des infirmières en pratique avancée, mais elles sont peu nombreuses, mal reconnues, et certains médecins, je pense à Patrick Pelloux, qui les tacle en disant qu'on ne va pas faire de la médecine low cost. Merci pour les infirmières, docteur Pelloux, vous êtes vraiment sympa, et bravo pour ce genre de phrases assassines. Donc je pense que la technologie est le moyen de nous libérer et de nous retrouver, à condition de bien la gérer. Et je serais très heureux, moi, de pouvoir passer plus de temps auprès de malades en consultation si la machine pouvait avoir fait, par exemple, une partie du diagnostic, me proposant des données diagnostiques. Et ensuite, je discute avec le malade de façon très intime, sachant que jamais une intelligence artificielle n'aura la capacité de connexion que l'on peut avoir entre deux individus biologique, je veux dire. La machine restera toujours conne, qu'on le veuille ou non. Elle est capable de calculs extraordinairement complexes, elle est capable d'aller très vite sur des milliards de données, mais elle est nulle par rapport à nous. Nous sommes des êtres, curieusement, qui sommes capables de décider sur très peu d'items, et en plus, sur des données imprécises, alors que les algorithmes ne fonctionnent que de façon non ambiguë. C'est du oui ou non, c'est du 1 ou 0. Nous, c'est des peut-être que, on ne sait pas vraiment, mais si au fait c'était, et on arrive à décider. C'est là où nous avons, notre cerveau est quelque chose d'inimaginable. Hein, c'est 1400 grammes de graisse
surtout de matières premières très basiques, de lipides, hein, un peu de protéines. Mais quel circuit inimaginable avons-nous dans la tête par rapport à un ordinateur, par rapport au calculateur japonais le plus puissant du monde, ou maintenant américain. Mais nous sommes bien au-delà, puisque nous sommes des êtres alimentés par les sensations et que nous sommes en connexion permanente avec les autres, qu'il s'agisse de la matière. Hein, quand je dis les autres, ça commence par les atomes. Nous sommes en connexion avec l'espace, avec l'univers, et nous sommes en connexion entre nous, avec les animaux, avec les plantes. Nous l'avons oublié en Occident. Dans notre côté démiurgique de vouloir tout casser, tout dominer, tout contraindre, nous avons cassé cette relation. Il faut la retrouver. Et la médecine, pour ça, et je suis heureux d'avoir fait ce métier, est un fantastique moteur de retrouvailles des relations entre nous, de retrouvailles des relations humaines. Alors qu'on est en train de la techniciser bêtement. Je suis très frappé de voir en faculté de médecine, on n'apprend absolument pas à nos externes, à nos étudiants, comment consulter. Mais comment se consulter, c'est d'abord, asseyez-vous, racontez-moi, je vous écoute. Ça commence par ça. Et aujourd'hui, un étudiant en médecine, quand on lui fait faire une consultation, il prend tout de suite les données biologiques, l'imagerie, le scanner, il vous regarde même pas, il baisse la tête, il regarde juste ces données, et ensuite il vous dit « Ah ben vous avez peut-être un petit cancer, donc il va falloir faire une biopsie. Voyez ma secrétaire pour un rendez-vous, au revoir monsieur. » Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez ça? C'est plus de la médecine. Et donc je pense que toute la technologie, si nous savons la coacher, l'adapter, à nous aider, à nous libérer, sera vraiment indispensable. Mais elle peut très bien aussi nous amener à nous rendre esclaves. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui avec ces réseaux sociaux qui sont à la fois un énorme plus et une catastrophe infernale, mais infernale. Quand je pense que les gens sont accros à cela, ils ne voient même plus le voisin. Et on ne regarde plus le monde. On ne le regarde plus avec ses yeux. On regarde à travers l'écran du selfie et de l'image que l'on prend. On est dans un monde virtuel, complètement. On ne veut plus voir la réalité. Il va falloir repenser dès le plus jeune âge, et ça c'est encore au-delà de la santé, l'éducation, qui est à repenser complètement dans le bon usage de ces outils nouveaux dont parlait David. Juste avant de passer aux questions du public, je voulais faire réagir David Gruson par rapport à ce qui a été dit, et également peut-être lui poser la question, on a remarqué pendant la crise qu'on a été très tributaire des technologies et que on ne sait jamais trop d'où ça vient, mais c'est aussi, il y a toujours certaines personnes qui vont en profiter pour développer du phishing, du hacking. Donc nous, finalement, cette porte ouverte, à la fois, elle nous promet quelque chose d'extraordinaire, mais elle nous rend peut-être aussi un peu plus vulnérables, que ce soit dans les grandes structures hospitalières, mais que ce soit aussi pour les individus, les citoyens, avec parfois des rançons demandées pour débloquer les... Voilà, comme je sais que vous travaillez, vous avez des engagements importants dans le domaine du développement de l'IA et de toutes ces nouvelles technologies, je voulais avoir votre avis. Oui, c'était une parole où c'est une période, la gestion de crise Covid, où on a eu une série d'attaques absolument inacceptables. Les hackers profitent de la gestion de crise pour essayer d'attaquer le système de santé, les établissements de santé qui sont vulnérables dans ce moment-là. Moi, à titre professionnel, je suis directeur du programme de santé du groupe Jouve, qui est une entreprise française de fabrication d'algorithmes. On fait des solutions d'IA, d'automatisation de l'admission administrative et financière dans les établissements de santé. Et on voit chez nos interlocuteurs, déjà, il y a une bascule rapide vers ces sujets de numérique. On a fait une étude récemment avec OpinionWay montrant qu'aujourd'hui, il y a 84% des Français qui sont prêts à réaliser toutes ces formalités administratives et financières par la voie numérique, la montée en charge des prises de rendez-vous médicales, le boom de la téléconsultation. Ça avance, effectivement. Ce qui était pendant longtemps ne serait une simple potentialité devient quelque chose de réel. C'est une bonne évolution parce que ça libère aussi du temps médical, du temps pour les soignants. Mais il faut s'entourer de mécanismes de protection plus forts. Il y a des cadres pour ça, le cadre d'hébergement de données de santé, le règlement général sur la protection des données, mais on a un vrai enjeu de politique de sécurité de système d'information pour faire en sorte que notre système qui se digitalise n'en devienne pas plus vulnérable pour autant. C'est une des questions clés de cette année, manifestement. On passe aux questions des internautes.
Et une première question de Anne. On s'accorde à dire que cette crise a été un accélérateur dans plusieurs domaines, accentuation des inégalités sociales, accélération de la transition numérique, etc. Selon vous, parmi les accélérations constatées depuis un an, laquelle ou lesquelles vont réellement dans le bon sens? Y a-t-il des accélérations qui vont dans le bon sens? Alors, une question, on va d'abord peut-être demander à Guy Valencien. Oui, l'accélération dans le bon sens, je le répète, c'est la capacité humaine que nous avons tous, et David vient de le rappeler, capacité de quitter le port, de quitter nos habits habituels pour nous retrouver et nous battre ensemble contre un ennemi invisible. Et ça, c'est extraordinaire, si vous voulez. Ce qu'on a vécu dans la santé, mais pas uniquement dans la santé, dans tous les domaines où les hommes et les femmes ont changé. Il y a des hommes qui se sont mis à coudre, il y a des femmes qui se sont mis à prendre des scies électriques. Je veux dire, tout a bougé dans tous les domaines de l'activité humaine, de la nourriture, de tout ce qui était essentiel. On a vu cette extraordinaire capacité d'innovation et de travail en commun au-delà de toutes les normes. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus humain et c'est ce qu'il y a de plus beau. Je suis très optimiste en ayant vu ça, vous voyez. Autant l'humanité peut être horrible et sordide, mais là, je me suis dit, mais quelle beauté de voir ces hommes et ces femmes qui font d'autres choses que ce pourquoi ils sont habitués. J'appelle ça, d'un terme la covidialité. La covidialité, c'est-à-dire à la fois la disponibilité d'un expert que l'on est tous, même parfois très simple, mais d'un expert qui quitte son monde pour venir aider les autres en apprenant des autres. Donc on est à la fois dans la technicité différente et dans la convivialité. La covidialité, c'est cette nouvelle forme de collaboration entre nous tous qui permet que l'on ait pu résister d'une certaine façon à cette épouvantable crise. Donc je dis bravo, bravo l'homme, bravo les humains qui, face à ce genre de danger extrême, ont encore la capacité d'être ensemble. Alors, une question d'Israël Nizan, peut-être pour David Le Breton. Est-ce qu'il n'est pas dans la nature de l'homme de faire des clans et de lutter tout naturellement contre l'autre clan? Comme l'épidémie n'a pas touché mêmement tous les âges, il y a de fait une opposition entre jeunes et vieux, heureusement atténuée par les pouvoirs publics. Y aura-t-il un jour une réelle fraternité? Oui, c'est encore une question immense. Je crois que dans toutes les questions qui nous sont posées, il faut intégrer la part de l'ombre. Et donc, il n'y a rien qui soit uniquement univoque dans le sens d'une libération, dans le sens d'une optimisation du lien social. À chaque fois, il y a des conséquences néfastes. Et on l'a évoqué, par exemple au regard du numérique. S'il y a eu énormément de recours au numérique, à des conversations, à des solidarités via le numérique, n'oublions jamais que le numérique a aussi favorisé Daesh, favorise la criminalité internationale, favorise énormément de choses comme ça. Et puis Aurélien le rappelait également, le phishing et tous ces trucs-là, c'est le détournement de données, le rançonnage d'un certain nombre d'institutions et autres. On ne peut plus être univoque dans le monde d'aujourd'hui. Il y a toujours une part d'ombre. Si on ne prend pas... Pour ça, vous m'entendez si souvent d'ailleurs évoquer l'ambivalence presque dans chacun de mes propos. Il y a cette part d'ambivalence que Freud d'ailleurs avait magnifiquement pointé. On n'est pas voué au bonheur, à la tranquillité, etc. Même si le capitalisme va vers le mur, il continuera parce qu'il est c'est dans sa logique de cynisme, de mépris de l'autre. Et notre tâche, c'est essayer de ralentir, essayer effectivement de réintroduire davantage d'amitié, davantage d'humanité. Alors donc la condition humaine, pour moi, elle intègre cette ambivalence aussi. Donc je ne crois pas qu'un jour on verra une sorte de communion collective. Ça a été le fantasme d'ailleurs du communisme, qui s'est traduit de façon absolument tragique dès les premiers mois du pouvoir des bolcheviks, par exemple, à travers l'enfermement ou la destruction de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc il faut que nous composions en permanence avec cette ambivalence, en n'oubliant jamais d'ailleurs que finalement ça commence déjà dans la Bible avec Abel et Caïn. La fraternité, c'est aussi la frérocité.
si on peut dire. Donc même au niveau du plus proche, ces oscillations parfois dans certains couples entre l'amour et la haine, on les connaît également. Et ça, pour moi, c'est une dimension absolument anthropologique. Et je pense qu'il n'y a aucune... Et donc c'est toute l'histoire de l'humanité qui s'inscrit dans ces ambivalences, dans cette part de l'ombre. Et même si nous en sommes de plus en plus conscients, évidemment, aujourd'hui, avec tout l'apport de la psychanalyse ou de la philosophie ou de l'anthropologie et autres, voilà, nous devons composer au quotidien avec ça. Donc, à la fois le meilleur et toujours côtoie le pire. Bon, on en reparlera sans doute cet après-midi à travers la crise du lien social qui est la nôtre aujourd'hui. Oui, il y a un certain nombre de gens qui visent à briser le civisme qui s'imposerait dans le monde d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a la résistance, il y a les solidarités qui jouent, mais à côté, il y a aussi... tout un tas de forces nocives qui visent à briser le lien social, à briser l'État, à briser la solidarité que nous devons, en tous les cas, mettre en œuvre dans une période de crise qui devrait réunir justement l'ensemble des citoyens, ce qui n'est absolument pas le cas, malheureusement. Une question de Paul. Que retiendront nos enfants du monde d'avant ? Alors je doublerai cette question aussi en évoquant le fait que les enfants et les plus jeunes sont probablement ceux qui vont le construire, le monde d'après. Le monde d'avant, c'est peut-être nous, mais le monde d'après, c'est probablement les enfants. Et on parle souvent de générations sacrifiées. Donc, que vont retenir les enfants du monde d'avant et seront-ils en mesure de construire le monde d'après ? Je vais peut-être poser la question à David Gruson. Oui, c'est une très bonne question. Pour revenir au thème général de la session, y aura-t-il un monde d'après ? Oui, il y a eu un moment en mode un peu hipster pendant le premier confinement où on se mettait tous à rêver d'un monde d'après avec des lendemains qui chantent. Je pense qu'on en est un peu revenu maintenant. Par contre, effectivement, il y a un monde d'avant. On ne sait pas encore de trop quoi sera fait le monde d'après. Par contre, on sait déjà pouvoir dire qu'il ne sera pas exactement comme le monde d'avant. Et on voit en tout cas, je vois ça à la lumière de mes enfants à moi. Ils ont, vis-à-vis de nous, des générations qui les précèdent, un regard un peu ironique sur le mode comment vous nous léguez tout ça, ce monde déréglé écologiquement, ce monde déréglé économiquement, socialement. Et on voit qui est aussi un motif d'espoir, c'est que on voit que cette génération-là est aussi a une capacité d'invention, de création qui surpasse très largement tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Ils ont, mes enfants, une capacité, et c'est vrai pour les autres, cette génération-là, à s'approprier ces outils. Le fait que l'accès au numérique, l'accès à la connaissance soit source de régression ou d'abrutissement et pas du tout acquis. Moi, je vois plutôt chez cette génération-là, comme Guy nous y appelait tout à l'heure, plutôt un motif d'espoir. Ils sont prêts à inventer un monde d'après qui sera peut-être pas tout rose bonbon, mais qui amènera de l'innovation et saura tracer des perspectives d'avenir un peu plus durables peut-être que ce qu'on a su faire nous. Une question de Roger sur Facebook. Pour avoir vu le film Legacy de Yann Arthus Bertrand, j'en conclus que finalement cette pandémie n'est qu'une piqûre de moustique sur quelqu'un qui est lancé à 100 à l'heure contre un mur. Ma question, pourquoi se focaliser sur cette pandémie comme si c'était la pire chose qui puisse nous arriver et ne parler plus que de cela ? Pourquoi ne pas considérer cette pandémie comme une opportunité pour initier des changements de comportement et la décroissance, dont on avait déjà un petit peu parlé avec Guy Valencien ? Alors effectivement, on en a déjà parlé avec Guy Valencien. Je vais peut-être laisser la parole à David Le Breton avec cette idée qui n'est pas récente, qui est de dire que les pandémies ont un rôle de régulation de la population. Alors on pourrait aussi prendre l'avis de David, parce qu'il y a eu aussi pas mal de romans qui ont été faits. Je pense notamment à un roman de Dan Brown qui a été fait sur cette thématique de la réduction drastique de la population, comme quoi ce serait quelque chose de positif. Alors moi j'avoue avoir toujours un peu du mal avec cette idée quand même, mais j'aimerais bien avoir votre avis.
Oui, moi je suis un anthropologue, donc je me refuse à penser en termes d'évolution, en termes comme ça, un peu du point de vue de Sirius. Je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose, donc enfin, je ne crois pas que l'une des bonnes choses de la pandémie soit une réduction de la population. D'ailleurs, ce serait une réduction extrêmement modeste, hein, même si c'est quelques millions de personnes qui meurent, ça paraît dérisoire au regard de l'ampleur inouïe de la population qui est aujourd'hui sur Terre. Voilà, donc voyons la pandémie comme un défi qui nous est lancé, c'est-à-dire de transformer le malheur qui nous tombe dessus en une chance. C'est un malheur quand même, dans la mesure où c'est l'ensemble de la planète qui est arrêtée, où énormément de gens vont être voués au chômage, où la paupérisation qui était déjà considérable et qui ne cessait d'augmenter, là, va exploser dans les années à venir. Donc transformons ce malheur en chance. Et moi, mon sujet, finalement, c'est davantage la vie quotidienne. Je suis plutôt un phénoménologue social. Donc je pense que ce que nous avons à apprendre de plus prégnant, c'est de remplacer cette fragilité qui est la nôtre aujourd'hui en ferveur d'exister, en le rappel du prix des choses sans prix. Moi, je préfère rester sur des choses modestes comme ça, plutôt que d'imaginer des choses grandioses. Voilà, je préfère rester dans l'humilité de ma parole d'anthropologue. Oui. Mais cette question, je trouve qu'elle pose aussi l'interrogation finalement de l'intelligence de la nature, c'est-à-dire y aurait-il une intelligence, y aurait-il un dessein à ce qu'un virus vienne réduire drastiquement la population? C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Je pense que c'est aussi important de pouvoir s'exprimer sur cette question parce que c'est ça que ça sous-entend. David Gruson, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors le thème de la pandémie heureuse, ça, je pense qu'il faut s'en dégager très très vite. Hein. C'est un virus qui est créateur et source de beaucoup de souffrance. Alors s'il y a un dessein de la nature, entre guillemets, derrière ça, pour le moment, il nous échappe, mais on a surtout à l'affronter et à le combattre. Par contre, je retiens dans la question, évidemment comme Guy, moi je ne suis pas un apôtre de la décroissance. Par contre, il y a, pour revenir sur la question de la temporalité, il y a beaucoup de choses qui se jouent là en 2021. C'est une année où nous allons essayer de combattre et d'éradiquer ce virus grâce au vaccin. Il faut être optimiste. On a toute raison de penser qu'on puisse y parvenir, sans pour autant, à ce stade-ci, pouvoir écarter un scénario plus funeste dans lequel on n'y parviendrait pas. Il ne faut pas anticiper ce scénario du pire, mais on arriverait alors dans un autre ordre de raisonnement, et c'est là où la question qui a été posée amène à peut-être tracer cette perspective, qui est de dire si finalement on n'y arrivait pas, il arriverait un moment où on serait sans doute contraint de vivre avec et à procéder à d'autres arbitrages, à repenser des questions d'équilibre entre générations, à regarder des questions d'équilibre aussi entre pays, à remettre en cause peut-être un certain nombre de constituants de nos sociétés. Franchement, je ne nous le souhaite pas, parce que là, les remises en cause seraient brutales et radicales, et je pense qu'on n'y est pas prêt. Donc soyons optimistes sur la réussite de cette vaccination, et puis si jamais les choses étaient amenées à devenir plus structurelles que ce qu'on peut l'espérer aujourd'hui, ça nous promet du travail pour les prochains forums européens de bioéthique. Une question de Catherine. Cette période a semblé apporter la notion de l'importance des choses simples, du partage, et nous a rappelé à quel point la nature nous était indispensable. Pouvons-nous faire confiance en l'homme pour s'en rappeler? Serons-nous capables de ne pas oublier? Peut-être David Le Breton. Je crois qu'à l'échelle de la vie quotidienne, oui, nous n'allons pas oublier. Je crois qu'on va, la prochaine fois où on pourra s'asseoir à la terrasse d'un café en regardant les gens passer sans masque, par exemple, ça nous paraîtra un moment d'émerveillement, un moment d'allégresse, un moment de retour au monde, de renaissance quasiment, comme s'il y avait une sorte de passage initiatique non seulement d'un individu, mais de la population tout entière. Ça, j'y crois profondément. On l'a vu d'ailleurs, j'en parlais hier,
hier le succès de la marche, par exemple, ou même le retour du vélo dans les villes, etc. Il y a énormément de choses qu'on a appris pendant la pandémie. Il y a des moyens très simples, en effet, de retrouver, de réenchanter la vie quotidienne. La marche est l'une d'elles, et ça aurait pu être aussi l'un des éléments du débat, puisque c'était avant la crise sanitaire, c'était déjà une forme de résistance absolument colossale dans le monde entier contre le cynisme du capitalisme d'aujourd'hui, puisque la marche, c'est l'éloge de la lenteur, c'est l'éloge du corps, d'être nu devant le monde, devant la nature qui nous entoure, c'est l'éloge de la gratuité à l'encontre de cet utilitarisme forcené qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, nous disposons comme ça de plein d'outils simples pour réenchanter au moins nos vies quotidiennes et puis donc rester alertés, vigilants sur les dangers qui menacent aujourd'hui la démocratie et qui m'inquiètent, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup pour l'avenir. Alors une question d'Israël Nizan. Si d'aventure il devait y avoir d'autres crises, et notamment sur le plan climatique, on se heurtera probablement à un véritable ras-le-bol du genre « laissez-nous vivre ». Est-ce que cela ne sera pas un peu difficile à refroidir, comme vous disiez, Guy Valencien ? Je pense qu'il y en aura d'autres. Le problème, c'est qu'il faut anticiper maintenant. C'est-à-dire qu'il faut cesser ces concentrations humaines. Quand je pense que la ville de Shanghai fait 27,5 millions d'habitants, sur un district qui contient 80 millions d'habitants, le district de Shanghai, c'est 6000 km². Donc c'est la population de l'Allemagne sur 100 fois moins que l'Allemagne. On est complètement fou. On est complètement fou. Il faut aussi savoir faire attention au transport ultra rapide. On va être obligé de tout réorganiser à partir de ce que cette nature nous a un peu infligé aujourd'hui en nous montrant sa puissance. Et moi, je suis très passionné de pouvoir travailler, si je peux, à cette transformation de nos êtres en fonction du reste de l'univers. C'est ça le véritable enjeu. La vraie leçon, elle est là. Car nous aurons d'autres pandémies. Il n'y a pas de question, il va falloir vivre avec, donc se rôder, peut-être être bien plus capable de s'enfermer s'il le faut, peu de temps, mais complètement pour réagir. Enfin bref, pour l'instant, nous apprenons. Mais ensuite, nous saurons gérer ces accidents qui nous rappellent que nous sommes des petits êtres minuscules. Alors, avant de vous remercier pour cette table ronde d'un très bon niveau, je vais vous laisser peut-être encore vraiment sur un très court instant, vous donner le mot de la fin à chacun. Libre à vous de nous donner une note d'espoir, de crainte. Ce n'est pas à nous de vous inciter à nous dire quoi que ce soit. Sur ce monde d'après, David Le Breton. Oui, je vais reprendre ma formule de tout à l'heure, c'est-à-dire il nous incombe de transformer le malheur en chance. Et puis, souvent, je termine mes conférences par la citation de Gramsci, qui est vraiment ma manière de penser au quotidien. C'est pessimisme de l'intelligence, mais optimisme du cœur, optimisme de la volonté. Voilà. David Gruson. Oui, merci de ces échanges très, très stimulants. Moi, j'ai envie de dire, si la prédiction de Sarah sert à quelque chose, c'est peut-être de nous appeler tous à la prise de conscience et espérons que 2021 soit l'année de la victoire et de la vaccination face au virus et de la garantie humaine pour réguler une ouverture maîtrisée à cette révolution technologique. Avec une petite question complémentaire d'Israël Nizan, empreinte d'un petit peu de curiosité, me semble-t-il. Pour vous, David Gruson, c'est quoi la prochaine crise de votre prochain roman ? Je veux pas faire de nouvelles prophéties autoréalisatrices. Je ne souhaite pas. On va garder le Covid pour le moment, mais je t'en reparle par ailleurs, Israël. Ça nous permettrait de nous préparer un petit peu, disons, mais bon. Guy Valencien, à vous. Moi, je dirais que, je répète ce que je vous ai dit, je pense que nous voyons l'émergence de cette covidialité qui permet de faire des choses pour lesquelles nous n'étions pas faits et que nous avons apprises sur le terrain avec les autres. Et ça, c'est une extraordinaire leçon de partage humain. Et je pense qu'il y aura d'autres moments de covidialité, soit pour répondre à des agressions naturelles, soit peut-être pour développer des projets ensemble.
et pas forcément être en réaction, mais en proaction pour inventer un monde plus humain, plus partagé, dont nous avons besoin énormément. Mais nous ne le ferons que si nous quittons nos principes occidentaux. Je le répète et j'insiste, le monde n'est pas fait que de cette vieille Europe qui est en fin de course. Hein, regardons ailleurs et parlons aux autres en comprenant qu'ils ne pensent pas comme nous. C'est le vrai sujet que je voudrais développer à terme, dans l'avenir, pour éviter toutes ces incompréhensions qui amènent à ces combats fratricides entre nous. Merci, bravo à nos 3 intervenants d'avoir relevé le défi d'une table ronde qui n'était pas simple et de nous avoir permis d'envisager l'horizon, d'y voir se dessiner des arabesques et un avenir. Donc merci beaucoup à vous 3. Voilà, nous nous retrouvons à 14h pour une table ronde sur les restrictions des libertés en temps de crise, toujours sur notre site internet en direct, forumeuropéendebioéthique.eu. À tout à l'heure à 14h.